Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence en ligne donc sur la data et l'IA en action. On va parler de la donnée qui dort, et qui peut être une mine d'or pour vos organisations. On va laisser quelques minutes à tous nos participants, le temps de se connecter, de finir de préparer son café pour passer une petite heure ensemble avec nos intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Donc je vais vous expliquer aussi dans quelques minutes comment fonctionne le dispositif de webinaire. Alors, pour introduire, en fait, donc Julie Esterwen, nous sommes donc un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation, un des leaders de ce secteur, et on accompagne aussi bien les organisations publiques que privées pour les aider à faire face à toutes les transitions actuelles. On a donc un modèle unique avec une vingtaine d'expertises et qui sont donc reconnues sur le marché. Notre groupe a adopté une approche en trois axes, aussi bien donc business, people et environnement, soutenu par le digital et l'agilité, pour permettre en fait à tous nos clients de les accompagner dans des transformations durables. Nous sommes une entreprise à mission. Et donc, on incarne le consulting for good avec un objectif permanent de générer un impact positif et durable. Donc, dans l'équipe, nous sommes un peu plus de 650 collaborateurs maintenant, avec un chiffre d'affaires de 110 millions et un peu plus de 1500 clients. Donc, avec un certain nombre de reconnaissances, notamment classement Oui Impact, et également pour la troisième année consécutive, numéro 1 au classement Happy at Work. Alors, cette semaine, donc, nous avons le plaisir d'organiser notre cinquième semaine de la transformation, donc sous le thème du passage à l'action, euh, avec donc 9 événements à distanciel et 3 rencontres en présentiel. Donc, n'hésitez pas à consulter tout notre programme donc pour pouvoir suivre ces différents sujets avec donc des différentes facettes de la transformation. Euh, voilà, l'idée, c'est que le passage à l'action est vraiment primordial aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager toutes ces informations avec vos collègues et collaborateurs. Donc, concrètement, pour l'organisation de ce webinaire sous Teams, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure hein, de la présentation de nos intervenants, donc dans la partie Q&R. Et donc, à la fin à peu près des 40 minutes d'échange avec nos trois intervenants, je prendrai aussi donc le temps, bien sûr, de faire remonter vos questions pour pouvoir aller un petit peu plus loin et que nos experts vous répondent. Merci beaucoup. Alors, je regarde l'heure, 9h03, et vous êtes déjà un certain nombre connectés. Alors, vous retrouverez de toute façon ces éléments dans le replay aussi, hein, qui vous sera envoyé suite à cette conférence en ligne. Donc, je vais commencer par présenter effectivement nos intervenants. Donc, nous aurons avec nous Erwan Kong, qui est donc directeur informatique des activités grand public d'Engie en France. Bonjour Erwan. Estelle Duval-Barrault, qui est la directrice exécutive de la stratégie, transformation et RSE du groupe Médiamétrie. Bonjour Estelle. Bonjour à toutes et tous. Et Bastien Albertus, qui est le partenaire de JS Erwan en charge des sujets d'architecture, data IA et donc tout ce qui tourne autour des offres IA produits. Bonjour Bastien. Bonjour à tous. Je pense qu'on est prêt à se lancer pour ce webinaire, conférence en ligne Data IA. On a encore des participants qui arrivent et c'est tant mieux. On va les accueillir au fur et à mesure. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R pendant l'échange. Alors, pour démarrer ce matin, j'aimerais bien que donc Erwan et Estelle, vous puissiez déjà nous poser un petit peu les enjeux actuels que vous rencontrez face à la donnée dans vos secteurs respectifs. Est-ce que vos organisations ont intégré déjà une mise en mouvement de la donnée comme levier stratégique de valeur, de création de valeur? Peut-être Erwan pour commencer?
Oui, donc bonjour à tous, hein. En effet, nous, globalement, notre activité, elle consiste, hein, à acheter de l'énergie sur les marchés et à la vendre à des clients, donc qui vont consommer de l'électricité, du gaz au fil, voilà, de la journée, des semaines et du mois. Et donc, notre rôle, c'est d'assurer que les clients auront de l'électricité en quantité suffisante et à un prix qui soit suffisamment maîtrisé, hein, et dans des périodes où justement les prix sont de plus en plus fluctuants. Donc, c'est une activité qui génère un chiffre d'affaires important, hein. La seule vente d'énergie au grand public en France, c'est 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe Engie. Et ça génère une très faible marge. Donc, on a des coûts d'achat, évidemment, hein, des coûts d'énergie qui sont importants. Et grosso modo, notre activité, pendant 49 semaines et demie sur une année, ça consiste à couvrir nos coûts. Et puis, 2 semaines et demie sont consacrées à construire nos marges. Donc, on doit être très bon d'un point de vue opérationnel, hein. Si on a des problèmes à ce moment-là, on passe rapidement dans le rouge. Voilà. Et puis évidemment, on ne peut pas se tromper sur nos achats de matière, puisque si on achète trop d'énergie par rapport aux besoins de nos clients, on se retrouve avec de l'énergie sur les bras dont le coût va rapidement excéder la marge même qu'on peut faire sur une année. Donc tout ça, c'est des sujets qui nous ont amenés à développer énormément de projets autour de la data, hein, puisqu'il s'agit d'être capable justement de prédire des usages. Donc pour les prédire, il faut être capable de comprendre la manière dont nos clients consomment les données. Donc ça nous a amené à beaucoup utiliser ce que, disons, l'environnement technologique nous propose pour être capable de traiter ça largement en masse et avec la vélocité nécessaire, hein. Quand on a 10 millions de clients, évidemment, on a des volumes de données très importants. Et donc, on a développé beaucoup de projets autour du cloud, autour des data lakehouse, de manière à pouvoir voilà, libérer cet usage en masse de la donnée sur un spectre de plus en plus large. Merci pour cette intro. Alors, Estelle, de votre côté, chez Médiamétrie? Merci à Wang. Chez Médiamétrie, nous, notre métier consiste à produire, hein, et à mettre à disposition chaque jour des données d'audience et d'usage média auprès de tout l'écosystème média et digital. C'est plus d'1 milliard de données chaque jour que l'on traite pour mettre à disposition ces données d'audience auprès de nos clients. Et je pense que je vous apprends rien en vous disant que ce paysage médiatique est bouleversé aujourd'hui, en pleine transformation, qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de contenus qui sont disponibles. Et ces contenus ils sont disponibles grâce au développement du streaming, des modes de consommation live à la demande. Donc cette fragmentation des usages génère en fait une multiplication de contenus, mais une multiplication de données aussi, de plus en plus accessibles. Et puis, autre phénomène sur notre secteur, c'est la convergence aussi de ces usages. Avant, on consommait chaque média, en fait, hein, il y avait pratique plutôt monomédia. Là, il y a une vraie convergence un peu cross-média, cross-plateforme. Il y a finalement plus de frontières entre le linéaire et le délinéaire, entre la consommation live à la demande. Il y a vraiment une consommation totale vidéo, totale audio. Et forcément, ça a des impacts pour nous, notamment dans la multiplication des données qui sont disponibles, mais aussi la façon dont on les utilise pour fabriquer, pour produire ces audiences. Alors pour nous, il y a deux grands enjeux de transformation. Le premier, c'est que la fragmentation de ces usages médias a entraîné le besoin pour nous d'aller au-delà de la mesure des grands carrefours d'audience, hein, qu'on a l'habitude de mesurer au travers de nos panels. Donc c'est des panels qui sont représentatifs de la population française, équipée d'audimètres de mesure, mais ça ne suffit pas pour mesurer tous les usages, et notamment ce qu'on appelle la long tail de ces usages, donc c'est les plus petites audiences. Et pour ça, du coup, on va finalement croiser ces données de panel avec des données externes de nos clients médias et plateformes internationales et pratiquer, on y reviendra peut-être après, ce qu'on appelle de l'hybridation de données. Et puis, deuxième enjeu de transformation pour nous, c'est cette convergence cross-média dont je vous parlais. Ça a entraîné chez nous le besoin de revoir toute notre architecture, toute notre SI, puisqu'on avait finalement une architecture, un SI siloté média par média. Et donc, il a été impératif pour nous de désiloter finalement notre organisation, passer du monomédia au cross-média, et notre SI vers un SI orienté data. D'accord. Alors peut-être justement si vous voulez creuser un petit peu, Estelle, qu'est-ce que vous avez transformé dans votre architecture et dans votre gouvernance de données pour pouvoir mettre voilà, cette nouvelle exploitation de la donnée, des fondations aussi différentes, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors d'abord,
Le fait d'intégrer des données externes chez Médiamétrie fait que on a dû renforcer en fait notre démarche un peu globale de gouvernance responsable de la donnée avec une conviction très très forte, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur la data et l'IA, ça doit se faire au service de la transparence et de la confiance, parce que il y a voilà, ces deux principes forts qui nous animent, qui sont pour nous un véritable moteur de valeur et de différenciation, hein, sur un marché où des mesures d'audience, il peut en exister plusieurs, notamment celles de nos clients. Chaque média, chaque plateforme a ses propres données. Mais simplement, nous, notre différence, c'est d'abord de rendre ces données-là et donc de s'organiser, de faire en sorte qu'elles soient vérifiables, auditables et totalement transparent. Donc pour ça, on a mis en place des certifications, hein. Alors, il y en a une un peu ancienne pour nous, qui est la certification ISO 9001 sur les processus de collecte et traitement de données notamment. Mais on a ajouté en fait à cette transparence la certification ISO 27001 et 27701 sur la sécurité de l'information et sur le traitement des données personnelles. Donc ça, c'était déjà une fondation importante pour nous, c'est de démontrer cette transparence et cette sécurité de la donnée. Et puis par le biais aussi d'audits réalisés par des tiers indépendants sur les méthodologies employées, parce que qui dit data dit aussi modélisation, algorithme. Nous, ce qui nous différencie avant tout, c'est que on n'est pas une boîte noire de la data avec des algorithmes dont on ne sait pas ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Et chez nous, c'est la transparence qui prime. Donc voilà, déjà en prérequis un peu important pour nous. Et puis ensuite, on a mis en place effectivement un système de gouvernance de la donnée il y a 3 ans avec 5 piliers pour composer en fait cette organisation de gouvernance de la donnée. Le premier, c'est la gouvernance de la donnée en tant que telle, hein, qui définit les différents enjeux, les programmes qu'on souhaite mettre en place en s'appuyant sur la collaboration entre des data owners et des product owners. Deuxième pilier, c'est l'urbanisation qui coordonne en fait ce dont on parlait tout à l'heure, l'évolution du SI vers un SI orienté data en cohérence avec la gouvernance de la donnée. Troisième pilier, la sécurité de l'information qui assure la sécurité des données. Quatrième pilier, le RGPD, qui coordonne évidemment la protection des données, en particulier des données personnelles. Et enfin, la RSE, qui pilote l'impact carbone des données, parce que, évidemment, toute cette consommation de données a des impacts en termes de stockage, de transfert, de calcul. Voilà, un peu comme on a composé notre organisation de gouvernance de la donnée. Merci beaucoup, Estelle. Erwan, vous voulez réagir? Comment ça s'est passé de votre côté chez Angie? Oui, tout à fait. De manière en tout cas, on retrouve les mêmes thématiques. Alors, chez nous, comment est-ce qu'elles sont enchaînées et par où on les a abordées? On les a abordées au travers des projets, principalement, hein. Donc, c'est vraiment les plus faciles, finalement, pour rentrer dans un usage et une gouvernance assez mature de la donnée. Pour nous, c'était de rentrer par les usages et de rentrer par les projets, hein. Donc ça, c'était vraiment une manière de canaliser ça. Et on a fait émerger au travers de ces projets des profils très orienté data, hein. Donc, comme tu le disais, Estelle, hein, data owner, data steward, toutes ces activités sont arrivées là. Et c'était plus facile pour nous de les amener sur les projets parce qu'évidemment, les enjeux business, c'était beaucoup plus facile à mettre en évidence. Et donc, ça facilite le fait d'onboarder des acteurs, notamment les data stewards, qui sont plutôt des profils qu'on va chercher du côté des équipes métiers, hein. Voilà, la deuxième dimension, hein, qui a émergé au travers de cette approche par les projets, ça a été évidemment tous les sujets de sécurité que tu mentionnais, Estelle, hein. Chez nous, en fait, la problématique est moins une problématique de croisement ou de maîtrise des données externes, mais beaucoup plus le fait de s'assurer que nos données ne partent pas voilà, à l'extérieur et qu'on les maîtrise, hein. On a voilà l'adresse de la plupart enfin en tout cas d'un bon quart de la population, un quart ou même un tiers de la population en France. Donc il ne s'agit pas non plus de laisser partir ça n'importe comment. Voilà, donc ça nous a amené, disons, sur cette dimension-là, et ça a fait émerger les premiers réflexes de gouvernance de la donnée, qui sont des choses aujourd'hui qu'on cherche à étendre complètement, hein. Le troisième pilier, évidemment, tu mentionnais tout à l'heure, Estelle, et je le mentionnais tout à l'heure dans ma première intervention, c'est évidemment la technologie, hein, qui est arrivée. Et donc, on arrive aujourd'hui un petit peu à ce premier niveau de maturité où on sait maîtriser correctement un corpus de données au travers d'un projet pour une finalité business bien comprise et bien maîtrisée. Et ça, on sait le gérer dans le temps, donc avec des profils, notamment les data stewards, qui sont capables d'améliorer la donnée dans la durée, hein, et donc d'être capables de progresser en avançant. Donc ça, voilà, ça a été la première réponse assez naturelle. La limite qu'on touche avec ce modèle, un petit peu, cette approche et ce modèle d'organisation, c'est qu'on reste très, très attaché à
à un usage donné. Et notre enjeu d'aujourd'hui, c'est d'être capable justement d'étendre le spectre d'exploitation d'une donnée sur tous les pans en fait de nos activités, pas simplement un seul business qui est le commanditaire d'un seul projet. Merci Erwan. Bastien, est-ce que tu veux donner aussi ton témoignage de ce que tu as pu observer en termes de fondation data pour une meilleure valorisation de la donnée chez d'autres acteurs du marché? Oui, oui, Livia. Je pense que Erwan et Estelle partagent deux exemples assez symptomatiques de la plupart des situations rencontrées par les entreprises françaises à minima. Donc, je pense qu'il y a c'est un peu, je pense, Erwan, ce que vous étiez en train de préciser avec la capacité d'adresser tous les pans. Qui n'est pas forcément la mécanique naturelle ou la mécanique initiale pour lancer les grands programmes autour de l'exploitation des données. Donc, ce qu'on voit, c'est un travail sur le portefeuille de projet. Ce qui est particulier à la data et ce qui est accentué par l'IA, c'est la notion de cas d'usage. Donc, on est plutôt contrairement à la plupart des projets informatiques historiques avec des grandes planifications à 5 ans, des portefeuilles de projets ou de programmes qui se déclinaient en projet, on est plutôt dans le micro et dans le cas d'usage. Donc en fait, on a plutôt tendance dans la plupart des entreprises à avancer à petits pas, ce qui permet d'initier le moulin, mais qui crée une forme de risque et de complexité qui arrive un peu tardivement dans la gestion d'une transformation data. Donc ça, c'est un phénomène assez récurrent où on voit des entreprises qui sont à différentes positions du spectre, entre celles qui démarrent, donc qui sont vraiment dans la recherche de cas d'usage, et celles qui commencent à se dire il faut que je passe à l'échelle, que je sois plus industriel et qui voient les problèmes arriver. On les voit arriver un peu tard. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, Estelle, vous en avez parlé aussi, c'est le socle technique et l'architecture. Donc aujourd'hui, il y a une grande variété de technologies. Il y a aussi une complexité un petit peu agrandie, encore une fois, par l'accélération autour de l'IA, avec des grands protocoles qui viennent tenter de résoudre des grands problèmes historiques, comme par exemple la rupture de modèles de données entre un système transactionnel, un système analytique. Au sein de différents systèmes analytiques, la capacité à vraiment pouvoir exploiter avec une couche uniforme, on pourrait parler d'ontologie ou de master modèle de données, et on voit arriver un certain nombre de phénomènes. Un des très récents dont on a entendu parler depuis 2 semaines avec des acteurs comme Snowflake, par exemple, c'est Open Semantic Interchange, avec cette volonté de permettre de finalement couper des difficultés historiques d'architecture pour permettre en fait d'exploiter l'IA générative autour des données. Donc ça, pour une DSI, c'est compliqué parce que à quel rythme il faut pouvoir évoluer, comment est-ce qu'on urbanise son système d'information, comment est-ce qu'on fait les bons choix d'architecture. En fait, on va vers la simplification alors que depuis des années, on tend à sophistiquer, raffiner, compliquer le système d'information. Donc, je dirais, il y a une question de socle technique. Allez-y, Erwan, hein, vous pouvez Oui, rebondir au contraire. je vais rebondir dessus, parce qu'en effet, Merci. c'est vraiment ce qui va nous occuper dans la décennie qui vient. En réalité, le métier de l'IT va vraiment être très. Tu disais tout à l'heure, Estelle, tu parlais de système d'information centré sur la donnée, c'est vraiment ça qui est en train d'arriver. Et alors, c'est évident parce que finalement, les cycles se répètent. Il y a 20 ans, ce qui était compliqué, c'était de mettre en place toute une infrastructure avant de démarrer un projet. Et donc, on essayait d'imaginer tous les cas d'usage et on hypertrophiait la demande. Et puis, avec le cloud et dans la décennie, même plus que la décennie qui vient de passer, on est revenu vers des choses qui étaient plus faciles à mettre en œuvre et donc plus ciblées sur un usage particulier. Et donc, voilà, l'agilité nous a poussé à ça et on a en général plutôt épuré le besoin pour répondre à un besoin particulier. Et tout à coup, là maintenant, la technologie et ce qui est possible, ce qui est rendu possible par cette technologie en tout cas, fait on revient à quelque chose où on doit se dire, mais finalement, quelles sont les fondations que je peux mettre en place pour être capable de faire émerger des cas d'usage que je n'ai pas prédits. Je ne vais pas réussir à prédire à l'avance. Et donc, ça va nous poser des questions de modèle d'organisation même de nos métiers de l'IT, bien au-delà simplement des questions technologiques. Et donc, en effet, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était de dire, mais finalement, on vient chez nous, en tout cas, d'un modèle où ce sont les projets qui ont tiré les premiers usages de la data. C'est quelque chose dont on va devoir sortir un peu pour revenir dans une logique qui va être de se dire, mais finalement, quelle est ma chaîne de valeur? Quels sont mes grands corpus de données? Comment est-ce que j'arrive à les mettre en scène, en jeu, et à les amener dans des conditions où justement j'aurai ensuite beaucoup de liberté pour mettre en scène des cas d'usage. Donc voilà, le travail des équipes IT, de la DSI qui est devant nous, c'est ça en fait. Les mutations, c'est ça. Et deux derniers points en complément de ce que j'ai entendu, qui est aussi très intéressant
par rapport au contexte général, c'est le sujet de l'organisation aussi. Alors, je dirais qu'il y a deux sous-sujets. Le premier, c'est effectivement les rôles que vous avez décrits, data owner, data steward, en fonction de la taille des entreprises, en fonction de la culture, en fonction du type de régulation aussi associée. On voit quand même des modèles assez complexes. On voit des modèles, on va dire, très linéaires, comme ceux que vous décriviez, Estelle, product owner, data owner. Puis on voit des choses plus complexes parce que l'ownership de la donnée parfois est très haut dans l'organisation, parfois même jusqu'à des membres de COMEX, donc on a des délégations de pouvoir, donc on est, on va dire, un accordéon autour du RACI en pratique qui est compliqué à mettre en œuvre. De l'autre côté, on a aussi beaucoup de mouvements de positionnement des équipes data. En fait, si on revient à quelques années en arrière, il était évident que sous la casquette d'un DSI ou d'un CIO, on avait l'infrastructure, le helpdesk, la data. L'IA, on n'en parlait pas forcément, on appelait ça économétrie ou machine learning, ou bref, on s'était pas forcément identifié. Et ces dernières années, on a eu des mouvements aussi un peu en accordéon avec, on va dire, l'excubation des départements data et donc une collaboration nouvelle à trouver entre la DSI et la data, par exemple, parfois une réintégration. Donc, il y a ces sujets de complexité autour de l'organisation. C'est pas si simple que ça. Et le dernier point, je dirais, qui est peut-être au final le point le plus important, c'est la culture autour de la donnée. Et qui transcende un peu le phénomène organisationnel. C'est-à-dire que ce qu'on attend des collaborateurs aujourd'hui, tous, pas uniquement ceux de la DSI, pas uniquement des économètres ou des data scientists, des analystes quantitatifs, c'est d'être dans son travail utilisateur, producteur, diffuseur des données de l'organisation et des données externes à l'organisation. Donc si je devais le résumer, voilà comment je le verrais. Merci beaucoup. Alors peut-être justement, si on va dans le concret, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu précis, enfin ce que vous pouvez partager en tout cas, Estelle et Erwan, de valorisation de la donnée que vous avez pu mettre en place. Estelle, peut-être? Oui, alors, nous, c'est peut-être un peu particulier parce que notre métier, c'est justement de produire de la donnée d'audience et c'est cette donnée-là qui est du coup valorisée et utilisée par nos clients. En fait, les données d'audience qu'on produit chez Médiamétrie, elles éclairent finalement l'ensemble des acteurs de l'écosystème média et publicitaire sur les comportements médias des Français et leurs évolutions. Peut-être nous, l'enjeu, c'est justement à la fois euh, dans les données qui existent, parce que elles sont nombreuses, elles sont multiples, elles ont différentes formes, etc., d'utiliser celles qui nous semblent essentielles pour justement aller vers cette donnée d'audience qui éclaire à la fois finalement les éditeurs hein, sur la valorisation de l'audience de leur contenu, la puissance de leur programme, etc. Ces analyses d'audience, donc là on y reviendra peut-être, mais nous on a un enjeu autour de l'utilisation de l'IA générative là-dessus, comment on accompagne un petit peu plus sur ces analyses de manière, du coup, en utilisant l'IA, et puis de valoriser aussi finalement la performance des campagnes publicitaires qui sont diffusées au sein de ces contenus. Donc ça, c'est pour les régies, les agences et les annonceurs. C'est vrai que nous, pour le coup, les cas d'usage, ils se posent un peu là de manière native, Dans quoi. l'ADN, effectivement, Ouais. de cette structure, oui, bien sûr. Erwan, des exemples, quand on a préparé, vous aviez partagé aussi quelques exemples intéressants. Oui, oui, ben, en fait, en effet, on a des clients qui s'intéressent de plus en plus à leurs données, hein. Il y a quelques années, on ne se posait pas vraiment la question, disons, voilà, du coût de l'énergie, sauf une fois tous les semestres ou tous les trimestres, hein. Et donc, l'essentiel de l'usage digital, d'ailleurs, de nos solutions consistait pour les clients à venir consulter leurs factures. Oui. Voilà, et puis la crise des prix de l'énergie, où on a eu une volatilité vraiment très importante des prix, ben, les comportements ont beaucoup changé jusqu'à ce que certains clients aujourd'hui soient prêts à nous quitter s'ils Oui, n'ont pas leur coopératif. hebdomadaire de la consommation. Et donc, il a fallu amener des services autour de ça. On faisait il y a quelques années un bilan consommation qui avait un succès assez mitigé une fois par mois. Et puis ben, maintenant, il faut être capable de faire ce suivi en temps réel, de pouvoir comparer sa consommation par rapport à d'autres ou par rapport à d'autres moments. Donc ça, c'est l'usage, disons, qui est réclamé et la visibilité qui est réclamée par les clients. Et sur ces mêmes données aujourd'hui, hein, on a de telles volatilités en matière de prix et de consommation, notamment amené par l'autoproduction, hein, le solaire notamment. Donc on a de telles variations qu'on est obligé aussi de tenir compte
de ces évolutions comportementales de nos clients et de ces évolutions en matière d'équipement pour être capable de mieux prédire leur consommation. Et alors dans des proportions qui sont loin d'être négligeables. Pour vous donner un exemple, qui maintenant date de 2023, au mois de mai, aux Pays-Bas, on a un petit portefeuille qui est 20 fois inférieur à celui qu'on a en France, vraiment un tout petit portefeuille à l'échelle d'Engie. On ne s'est pas rendu compte que nos clients étaient en train d'autoconsommer leur propre production sur un mois de mai qui était particulièrement beau. En un seul mois, on a une perte sèche de 20 millions d'euros. En un seul mois, 20 millions d'euros, c'est plus que la marge annuelle qu'on peut faire aux Pays-Bas sur ces sujets. Donc, maîtriser ces éléments-là, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu absolument clé en matière de business. Et là, on commence à toucher du doigt ce problème d'avoir pas simplement une donnée qu'on capte et qu'on met en forme pour un seul usage, celui du suivi d'énergie par le client, par exemple, mais il est vital de pouvoir utiliser cette donnée aussi pour justement prédire la consommation d'énergie, ou vérifier, modéliser en tout cas les comportements des clients pour être capable, en fonction d'une évolution météo, d'anticiper nos achats d'énergie. Et ça, il faut le faire quasiment en temps réel, en tout cas du jour sur le lendemain, sur des volumes très importants. Donc ça, c'est l'usage un peu, disons, cœur de métier. Puis en effet, tu parlais d'IA, Estelle, tout à l'heure. Sur l'IA, on a des usages qui se développent beaucoup autour de notre cœur de métier. Notre activité, c'est de l'IT et des centres d'appel. Et donc, évidemment, dans la relation client, on développe beaucoup de choses dont on entend parler assez largement sur le marché en termes d'IA, c'est-à-dire sur de la réponse par email, sur de la réponse sur nos canaux de chat et sur également le fait d'amener de la valeur ajoutée et de l'assistance en temps réel sur les appels voix entre nos clients et nos conseillers. Bastien, est-ce que tu as observé aussi d'autres exemples sur le terrain de valorisation de données? Oui, beaucoup. Je vais prendre un exemple sans doute très contemporain qu'on voit extrêmement fréquemment depuis, je dirais, 1 an et demi, encore une fois, plutôt dirigé par l'IA générative. C'est une illustration de ce que disait Erwan, où fondamentalement on se reposait des questions, mais un peu parce que la technologie offre de nouveaux champs de possibles qui n'étaient pas forcément prédits initialement. Je dirais que c'est tous les cas d'usage autour de l'exploitation des données non structurées, donc plutôt, on va dire, tout le corpus de données textuelles, un des grands chantiers historiques où je dirais encore 5 ou 6 ans, on démarrait par des cas d'usage, soit beaucoup dans le secteur financier ou dans le département finance, pour une meilleure prédiction budgétaire, qui permettait de normaliser ou d'aligner les définitions, qu'est-ce qu'un cash flow, qu'est-ce qu'un contrat, qu'est-ce qu'un client, etc. Donc toutes ces questions, je dirais, très structurelles. On voyait beaucoup sous le terrain marketing aussi, par exemple pour développer l'engagement sur des stratégies CRM. Mais on restait dans un corpus, on va dire, de données maîtrisées par le système d'information, modélisées par le système d'information. Là, ce qu'on voit beaucoup, c'est des cas d'usage pour aller chercher des insights, notamment beaucoup dans des données textuelles, ou après du scrapping, par exemple, de sites internet. Donc moi, je vois beaucoup des départements marketing aller faire des analyses de concurrence, aller sourcer un modèle open source ou un composant de scrapping, l'implémenter très rapidement. Donc exploiter un énorme corpus finalement non maîtrisé, puisqu'on n'a même pas exploré ces documents, on n'a pas cherché à les modéliser. On utilise beaucoup des techniques comme le RAG ou l'agent anti-CRAG ou le RAS ou ce type de dérivés comme ça qui permettent d'exploiter très rapidement un modèle d'IA générative. Donc ça, c'est je dirais, par rapport aux différents cas d'usage, c'est un peu très commun, ce que j'essaie de, encore une fois, raisonner le plus large possible. Je ne sais pas qui est présent dans l'audience, mais voilà, ça c'est je dirais un cas très contemporain qu'on voit beaucoup. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des entreprises qui n'étaient pas forcément aussi matures que Kenji ou Médiamétrie et qui tendent à aller vers une stratégie data par l'IA générative. Donc, ils commencent par ce qui était quasiment impossible avant, c'est-à-dire l'exploitation du corpus non structuré. Et aujourd'hui, voilà, l'enjeu, il est de pouvoir lier les deux. Donc, je commence à avoir aussi pas mal de réflexions sur voilà les insights qu'on a identifiés dans notre corpus documentaire, par exemple. Voilà comment notre système d'information est modélisé, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les deux, à enrichir le système d'information, voire à faire de la rétropropagation de modèles, c'est-à-dire se dire, OK, bah c'est ça d'un point de vue analytique, alors qu'est-ce que ça veut dire sur le système transactionnel? Qu'est-ce qu'on devrait mieux capter? Parce qu'on voit aussi beaucoup de limites dans l'exploitation des données historiquement, pour les cas d'usage, qui est de considérer qu'il y a un delta entre ce qu'on modélise dans le système transactionnel, qui est la source, et puis ce qu'on est capable de capter dans le système analytique, qui parfois a été dirigé par des questions de coût, parce que ça coûtait de l'argent de capter plus d'attributs des bases transactionnelles. Bref, on voit beaucoup ces phénomènes qui naviguent autour de la donnée non structurée. Je pense que ça, c'est un axe un peu contemporain.
Et justement, cette question de diversité des données, Estelle, tout à l'heure, vous parliez d'hybridation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les données externes que vous allez chercher et les enjeux aussi de sécurité que ça pose? Vous avez beaucoup parlé des normes et des enjeux de sécurité tout à l'heure, mais si vous pouvez un petit peu Oui, développer. bien sûr, ben, en fait, dans ce contexte dont je parlais tout à l'heure, de multiplication de contenu, notamment à travers du streaming, eh bien, ces données-là, elles existent déjà chez nos clients, hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes traitent de la donnée d'audience. Oui. Donc, nous, forcément, ça a fondamentalement changé un peu notre métier parce qu'avant, on était les seuls à produire des données d'audience. Maintenant, nos clients eux-mêmes le font, les médias, les plateformes. Et donc, on s'est dit, bah, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour nous d'utiliser ces données-là avec les nôtres et de croiser ces données-là pour en créer une troisième source de données enrichie à partir des données de nos panels, nos données internes et les données externes de nos clients, médias et plateformes. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hybridation de données. En fait, ça consiste à mélanger deux sources d'informations de nature et de niveau différents, hein, l'une interne, l'autre externe, les croiser pour en créer une troisième plus fine et plus riche. Donc, voilà, on prend ces deux sources-là et on crée une troisième source plus riche. En pratique, en fait, il y a deux façons d'opérer ce croisement de données. Et du coup, les enjeux en termes de sécurité et de privacy sont pas tout à fait au même niveau, sont pas tout à fait les mêmes. Mais il y a quand même une base voilà, commune, notamment en ce qui concerne du coup les données, le traitement des données personnelles, évidemment le consentement des utilisateurs. Dans le premier cas de figure, en fait, les deux sources de données internes et externes alimentent un modèle. Donc à partir du moment où elles alimentent un modèle, il y a, pour créer cette troisième source de données enrichie, elles ne sont pas entre guillemets en contact. Il n'y a pas de matching, il n'y a pas de croisement direct des données. Elles alimentent toutes les deux un modèle. D'accord. Et généralement, ce modèle-là, voilà, ça peut être un algorithme d'IA, machine learning ou autre, qui va du coup créer une troisième source de données plus riche et plus fine. Dans le deuxième cas de figure, bah, c'est quand on opère un vrai matching direct des données. C'est-à-dire qu'on va prendre une clé de matching, un identifiant commun, souvent une donnée personnelle. Donc là, les enjeux en termes de privacy et de sécurité de l'information sont bien plus importants. Et on doit utiliser des environnements ultra sécurisés, alors appelés communément des data clean rooms. Bastien citait tout à l'heure Snowflake. Alors je vais pas faire la pub de Snowflake, j'en citais quelques autres, mais il y a aussi les Decentriq pour en citer un européen, ou LiveRamp ou autre, quoi. Donc, mais effectivement, ces data clean rooms, elles permettent ça, elles permettent de faire un matching de données de deux sources, trois sources, plusieurs sources différentes pour créer une source de données enrichie dans des environnements sécurisés, quoi. Donc ça c'est un peu un enjeu aussi pour nous de mettre en place ces systèmes, ces environnements en fait ultra sécurisés et bien sûr toujours avec le consentement éclairé des utilisateurs parce que ça implique l'utilisation de données personnelles. Cette fameuse clé de matching, c'est une donnée personnelle et donc on est très vigilant à ça. C'est cool, c'est très clair. Erwan, la question aussi de données externes s'est posée pour vous? Oui, alors pas dans les proportions, disons, voilà, similaires à celles de Biométrie, hein. Donc moi, j'aurais pas forcément beaucoup de choses à ajouter à ce que tu viens d'exposer, Estelle. Par contre, je voudrais bien rebondir sur ce que tu disais, Bastien, tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment très structurant. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, hein, c'est quand même le passage d'un modèle où, en effet, on avait des systèmes transactionnels sur lesquels on mettait beaucoup d'efforts pour mettre des transactionnels liés à un usage, que ce soit de la finance, que ce soit des DRH ou que sais-je, en tout cas voilà, les transactions clés. Et puis ensuite, en fait, on se débrouillait pour extraire les données, et puis on avait un autre monde qui était celui de la BI, de l'analyse de données. Et en fait, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, hein, et en fait, l'IA générative, c'est vraiment un catalyseur en fait pour ce genre de choses-là. Ce qui est en train de se passer, c'est que la frontière entre le monde du transactionnel et le monde de l'analyse de données, en fait, est en train de fondre. Donc ça nous responsabilise encore plus sur la gouvernance de données. Hein. C'est-à-dire que comment je suis capable d'avoir un regard sur la donnée. Et en effet, je crois beaucoup que l'IA elle-même va nous amener aussi une facilité ou une manière différente d'aborder cette problématique de la qualité de données. Mais voilà, et en fait, ça nous occupera pendant une bonne décennie parce qu'on va aller plus loin en fait que ça, et ça va, je pense, profondément transformer le système d'information. Quand on parle d'un système d'information centré sur la donnée, il ne faut pas se tromper sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va être de plus en plus sur un socle de données qui probablement d'ailleurs va se simplifier en termes de mix technologique. Hein. On va sûrement avoir au plus simple, ce qui va peut-être nous permettre d'ailleurs d'être sur des fonctions de multi-cloud qui sont assez difficiles à
à adresser aujourd'hui de par la complexité des systèmes d'information. Donc, je pense qu'on aura un socle de données plus simple et on va pouvoir poser du transactionnel de plus en plus sur ces socles de données et non pas créer du transactionnel complètement à part et ensuite essayer de réconcilier la donnée comme on peut. Donc, nos métiers, la manière dont ils s'agencent, dont ils se mettent en scène pour créer de la valeur et créer des projets vont vraiment profondément se transformer dans les années qui viennent. Donc je pense que là, il ne faut pas juste regarder les questions d'aujourd'hui de gouvernance de données comme simplement une question de qualité de données qui va permettre de faire des choses qui font qui font du sens pour nos métiers, et comme une transformation beaucoup plus profonde, avec des métiers comme d'habitude de l'informatique, qui vont se déplacer un peu, en tout cas dans les spécialités, vont se déplacer un peu. Certaines émergent, certaines vont disparaître, bien sûr. Ça fait partie de la vie de l'IT. Donc, quand on parle de data aujourd'hui et des enjeux de la data, en fait, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui ressemble beaucoup plus aux mutations qui ont été amenées par le cloud il y a quelques années qu'à simplement, disons, une étape supplémentaire, quoi. Et donc, quand vous parlez justement d'IA et qui transforme les métiers, quels sont les usages que vous avez développés de votre côté? En fait, ce qu'on développe, c'est vraiment, disons, l'interaction. C'est-à-dire que c'est aussi l'IA générative comme un moyen d'accès à la donnée. C'est assez stupéfiant. Ouais. Comment on peut assez facilement aujourd'hui dialoguer avec de la donnée et avoir de l'information simplement en exprimant des choses dans un langage naturel. Donc ça, c'est un des usages importants. On est sur un business qui est complètement piloté en fait par de la data. L'activité commerciale à la journée, elle est pilotée sur les différents canaux. La pression commerciale qu'on peut mettre est pilotée en fonction de la mesure de l'acquisition ou du churn des clients. Donc, pouvoir interagir pour des patrons de business directement avec leurs données, sans passer par des intermédiaires ou sans faire un projet pour créer un nouveau rapport, c'est un gain de productivité qui est absolument énorme, et c'est une capacité à coller vraiment avec des business qui évoluent. Donc ça, c'est vraiment pour nos processus internes. Et évidemment, de plus en plus, on est sur des systèmes d'information, y compris le législateur et le régulateur s'efforcent à inciter les clients à modifier leurs usages, à étaler la consommation sur la journée. Les clients, ils ont besoin d'avoir des informations, des conseils, et on compte sur l'IA pour les amener en masse en fait aux clients. Donc là aussi, comment est-ce que je suis assisté en langage naturel par un agent virtuel qui lui va m'aider à mieux comprendre finalement pourquoi j'ai telle ou telle consommation. Est-ce que c'est parce que j'ai et je ne savais pas, un fils qui est en train de jouer toute la nuit aux jeux vidéo, et tout à coup, j'ai une modification de ma consommation de la nuit. C'est ce genre d'usage qui va se développer de manière visible au niveau disons, de nos métiers. Et permettre au client final d'interroger sa donnée finalement assez naturellement, quoi. Oui, exactement. Et Estelle, côté IA aussi, vous avez développé un certain nombre d'actions pour vos collaborateurs comme pour les... Oui, alors nous, les premiers cas d'usage il y a quelques années qui sont apparus chez Médiamétrie en termes d'IA rejoignent un peu ce dont parlait Erwan au tout début sur la prédiction de consommation d'énergie. Si je fais le parallèle, nous, c'était la prédiction de profil d'audience. Donc on a utilisé l'IA pendant longtemps dans nos modèles avec des algorithmes de machine learning pour prédire un profil d'audience à partir des usages médias, des types de contenus visionnés, des horaires de consommation. Donc en gros, c'est dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es, quoi. Donc ça, c'était les premiers modèles d'IA en fait qu'on a développés au sein de nos solutions. Et puis après, on a eu un peu la même démarche que décrivait Erwan, c'est de commencer à développer des outils d'IAG pour faire apparaître des nouvelles opportunités, notamment de gains de productivité offerts par l'IA sur nos différents métiers. Donc on a cherché un peu finalement là aussi déterminer des cas d'usage, comme tout le monde. Donc il y a des dizaines de cas d'usage sur comment est-ce qu'on peut gagner en productivité. Et puis on a souhaité là ensuite accélérer un peu le déploiement d'une IAG by design, maîtrisée et au sein de chacune de nos directions, pour identifier vraiment les cas d'usage les plus essentiels dans nos métiers. Bon, il y en a un particulièrement qui nous tient à cœur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que avec toutes les données d'audience, les résultats d'audience qu'on produit, nos clients ont besoin qu'on les accompagne pour faciliter un peu la lecture et l'analyse de ces audiences et des évolutions d'audience
et des transferts entre la consommation télé, la consommation streaming, entre les chaînes et les plateformes, etc. Comment tout ça s'opère pour améliorer finalement l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et donc c'est vrai que l'IA générative, en ça, ouvre vraiment des nouvelles perspectives prometteuses. Alors ces synthèses d'audience qu'on pourrait produire, est-ce qu'elles seront écrites, vocales, comment on fait pour en tirer, extraire les principaux points clés, comment on met en évidence les principales évolutions, les tendances marquantes, éventuellement des éléments qui nécessitent une attention particulière. Tout ça, en fait, l'objectif derrière cette lecture un peu augmentée, nous, l'enjeu, ce serait de permettre à nos clients, à leurs analystes, finalement, de prioriser efficacement leur travail et d'approfondir les sujets vraiment stratégiques, quoi, pour regagner en valeur ajoutée, finalement, faire en sorte. Là aussi, il y a à la fois un gain de productivité chez nos clients et du coup une valeur augmentée aussi de la donnée d'audience qu'on fournit et surtout des analyses et un niveau de lecture un petit peu plus finalement augmenté et aussi compacté, quoi. Très clair. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de regarder également les questions qui remontent par nos auditeurs. Je vais vous proposer de faire une petite synthèse pour revenir sur certains points que vous avez évoqués tous les trois finalement. Si on généralise un petit peu, il y avait donc quelqu'un qui demandait quelle serait la meilleure organisation selon vous entre des équipes data qui sont en charge vraiment de la collecte, nettoyage, analyse de la donnée, une DSI, une direction de la transformation qui viserait à mettre en place une culture data et un socle digital. Voilà, un petit peu selon ce que vous avez partagé et observé, quels conseils vous pourriez donner? Alors moi, mon Graal de DSI, c'est d'aller vers des organisations qui soient vraiment très orientées produits, qui permettent justement de combiner le travail, disons, du métier plus proche du terrain. Et donc l'idée, c'est l'espoir que j'ai dans quelques années, c'est d'aller vers des organisations produits qui considèrent la data comme un produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous ayez des corpus de données qui soient, disons, articulés autour de grands domaines qui correspondent peu ou prou à la chaîne de valeur de votre société. Donc, des gens du retail, notamment, vont avoir des questions de logistique, par exemple, avec des domaines de données qui sont liés qui sont liés disons, à la fourniture. Vous avez ensuite des corpus de données qui sont liés, évidemment, aux données attachées aux clients, puis ensuite vous avez ainsi de suite. Donc, il y a une analyse à faire. L'idéal, pour moi, le Graal, c'est d'avoir, in fine, des organisations qui soient capables de proposer en fait des services autour de la data, des services suffisamment génériques pour qu'ensuite on soit capable de croiser ces données assez facilement et qu'on puisse faire émerger beaucoup des cas d'usage avec beaucoup de flexibilité. Donc tout ce qu'on a beaucoup développé en termes d'organisation produit, disons impulsé par le monde de l'agilité, à mon sens, demain, il doit être organisé un petit peu de cette manière. En tout cas, on doit reprendre ces concepts et les articuler autour d'un monde centré sur la data. Bon, ça c'est le Graal. Et après, on fait tous avec nos points de départ, nos organisations, nos différents interlocuteurs, avec toujours cette question de comment est-ce que je suis capable de créer suffisamment tôt de la valeur pour que finalement je puisse créer des dynamiques. Si ça prend 3 ans avant de réussir à sortir le moindre projet, vous ne serez jamais. Donc il faut bien réussir à trouver son chemin, mais quand même avec en ligne de mire cette idée que les sociétés, les entreprises, en tout cas qui feront la différence demain, elles seront capables de valoriser vraiment globalement leur corpus de données. Et c'est pas juste un terme marketing en fait du DSI. Je pense que là maintenant, les technologies nous permettent vraiment d'envisager ça sérieusement. Oui, je rejoins Erwan sur en fait, une organisation orientée produit, un SI orienté data. Et tout ça dans une démarche vraiment de transversalité, quoi, vraiment désiloter totalement les organisations. Alors, pour faire ça, nous, chez Médiamétrie, on a opéré une grande transformation pendant 2 ans, et surtout pour passer à l'agilité à l'échelle au sein de toute l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois on a dit que l'orientation était produit, data. On s'est dit qu'il fallait désiloter l'organisation. On dit oui, mais en fait, les produits data, avant ça, c'est comme vous le disiez, comme Bastien et Erwan le disaient tout à l'heure, ce sont d'abord des cas d'usage. Et donc, on n'est pas dans des grandes démarches de cycle en V de produits. On doit décomposer finalement progressivement ce produit-là d'un MVP, minimum viable product, jusqu'à des évolutions de produits
pour répondre à un besoin de marché qui parfois d'ailleurs se cherche un peu. Donc c'est ça aussi, c'est que dans la data, on ne sait pas, le besoin client, il n'est pas évident tout de suite. Le besoin client lui-même, il tâtonne. Donc, on a dû passer. Alors, nous, notre DSI était déjà totalement organisé sur l'agilité, utilisait déjà les méthodes agiles, mais que la DSI. Et donc, on a fait en sorte pendant 2 ans que ce soit toute l'entreprise, pour passer vraiment à l'agilité à l'échelle, qui soit dans ces cycles d'agilité, avec la mise en place de PI planning, donc voilà, de revues un peu trimestrielles des travaux à engager, etc., etc. Donc, vraiment, ce passage de l'agilité à l'échelle. Et puis, avec ça, eh bien, c'est le besoin d'acculturation de toute l'entreprise au métier de la donnée, à la data. Et donc, il y a évidemment tout un enjeu de transformation et de conduite du changement, de change management au sein de l'ensemble de l'organisation pour accompagner les équipes, pour les former, pour voilà, les engager en fait dans ce mouvement. Et c'est vrai, je pense que si on peut donner un conseil peut-être, c'est que si vous partez de pas grand-chose en termes de structure et d'activité, c'est sûrement très efficace d'abord de regarder sa chaîne de valeur, d'identifier justement les grands corpus de données. Pas besoin d'être complètement exhaustif, mais déjà au travers de ce travail-là, d'identifier parmi ce corpus de données ce qui est vraiment clé pour le business, parce qu'il faut d'abord adresser ce qui est vraiment clé au business, et là se concentrer de manière assez pragmatique sur l'apport de valeur au travers de en tout cas la recherche de cas d'usage sur ces éléments très très cœur de métier. Hein, c'est là que vous aurez de l'audience, c'est là que vous aurez une capacité à faire bouger les choses. Puis une fois que ces choses commencent à fonctionner, ben après il y a tout le travail un peu collectif d'une direction d'une entreprise qui est de se dire mais comment est-ce qu'on arrive à ancrer, pérenniser les choses dans le temps et donc quel est le chemin, hein. Et autant c'est facile de définir quelle est la finalité, autant le chemin, ben, c'est notre travail de tous les jours et qui se fait en fonction du contexte. Le résumé, c'est presque que le question de l'organisation, de la bonne organisation, c'est pas la bonne question à se poser. Si on se pose cette question-là, c'est sans doute qu'on va rentrer dans une friction. C'est, je pense, le frein numéro un des organisations aujourd'hui, notamment la question de tout à l'heure, c'est DSI, data, DSI, bref. Ça génère plus de ralentissement que d'accélération. Le vrai sujet, c'est la valeur ajoutée, l'itération. Donc, et encore une fois, si je pense que l'investissement majeur, il est dans le pourquoi et le quoi. C'est ce que disait Estelle et Erwan, la notion de produit et de valeur ajoutée des cas d'usage. Le deuxième sujet, c'est un sujet culturel. En fait, il faut voir ça comme une supply chain. On a un but commun qui est fourni par la donnée. Et ensuite, l'idée, c'est qui peut apporter cette donnée, qui peut en la fiabiliser. Et si on se concentre là-dessus, je pense que c'est la meilleure route plutôt que d'aller se poser la question du meilleur format organisationnel, parce que je crois qu'il n'existe pas. D'ailleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, sur ce chemin-là, tu as justement, mais ensuite, c'est quoi les spécialités qui sont à mettre en jeu pour être capable de passer de la captation de la donnée à son exploitation. Et puis, ben, justement, une fois que tu as ces équipes-là, tu te rends compte que finalement, c'est des spécialités qui vont venir de différents pans de l'organisation. Se posera ensuite la question de savoir de quelle manière tu les mets ensemble. Est-ce que c'est au travers de process agiles où finalement tu crées une équipe pluridisciplinaire, ça marche bien? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin sur une organisation complètement orientée autour de différents produits? Et tout le monde n'aura pas la même réponse. Et en effet, je pense qu'il ne faut pas être naïf, il faut savoir que ces questions vont se poser là, mais en effet, tu ne pars pas de l'organisation, tu pars de la création de valeur, sinon, tu ne fais rien en fait. Complètement d'accord avec vous. Il y avait une petite question, enfin une question, j'allais dire spécifiquement technique aussi. Un de nos auditeurs avait envie d'avoir votre regard sur l'open data. Est-ce que dans votre hybridation, c'est une question qui s'est posée? Est-ce que voilà, vous avez eu à exposer de la donnée publique dans votre chaîne de valeur ou à mobiliser ce type de données? Ouais, je pense qu'Estelle, tu as plus de sujets de ce côté-là, moi j'en ai pas en fait. Ouais, nous, bon, bah, c'est toujours dans cette démarche un peu alors pour le coup, de R&D, cas d'usage. Je sais que nos équipes ont travaillé à un moment donné sur l'impact de la météo sur l'audience. Oui. Et du coup, oui, on a traité ce cas d'usage, par exemple, d'aller capter du coup les données météo qui étaient en open data et de travailler en fait une corrélation entre la météo et l'audience, comment ça avait un impact. Donc voilà, on a fourni quelques études et analyses à nos clients là-dessus. Et c'était un cas d'usage super intéressant. Effectivement, il y a bien une corrélation entre la météo et les audiences des programmes. De même Ouais, que alors, l'approvisionnement en saucisses pour les week-ends barbecue. Voilà, c'est ça. Voilà.
Et nous, on voit la réglementation quand même évoluer dans le sens de l'open data, hein. C'est-à-dire que voilà, il est en train de forcer les acteurs, notamment les acteurs d'équipements connectés, hein, chauffage Oui, connecté, chaudière connectée, ainsi de suite, à rendre leurs données, à forcer à les rendre disponibles pour les différents acteurs, de manière à pouvoir créer des usages justement où on puisse connecter cette donnée et la valoriser sur j'imagine. l'ensemble de la chaîne. Mais D'accord. ça reste encore, ça en reste encore aux prémices. Mais c'est vrai que ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'utilisation d'open data, il faut que ce soit toujours dans le but de création de valeur. Nous, c'est effectivement, il y a des clients qui nous disent, bah, moi, ça m'intéresse de savoir quel impact de la météo sur l'audience de mes programmes, et du coup, je vais peut-être changer mes programmes si je sais qu'il va faire très très chaud les mois d'été, je vais peut-être adapter, etc. Mais voilà, c'est toujours dans un but quand même de création de valeur derrière pour les clients. Oui, donc Ouais, c'est on est quand même un bon bootstrap, pardon pour l'anglicisme, mais le gouvernement français et notamment la partie État Lab du ministère du cabinet du Premier ministre a beaucoup investi dans l'open data, la structuration de l'open data. Donc aujourd'hui, en fait, l'offre open data elle est très vivante. Ce qu'on voit beaucoup dans les équipes data, c'est l'utilisation de l'open data pour certains irritants. J'ai notamment des cas dans l'affichage, donc c'est la publicité extérieure d'une autre vie, où effectivement on utilisait l'open data pour fiabiliser le positionnement des actifs et donc fiabiliser la géolocalisation d'un certain nombre de campagnes. On a vu des cas aussi d'exploitation de l'open data pour, on va dire toujours pour un but public, mais notamment la captation, un cas d'usage très célèbre pour la captation des piscines et des déclarations de piscines qui reposent sur des données open data. Et on a aussi beaucoup de cas d'entraînement de modèles enrichis par la mise à disposition d'un très large corpus de données très structuré, donc, et potentiellement très dénormalisé parfois, qui permet effectivement d'accélérer l'entraînement de modèles. Donc il y a beaucoup d'usages autour, encore une fois, beaucoup d'usages autour de l'open data, mais le driver, encore une fois, c'est quel est le sens de ça? Mm. C'est pas forcément une obligation, ça doit être utile. Ok. Vous êtes cohérent sur cet objectif. Je pense on va pouvoir se donner un petit mot de conclusion pour les uns et les autres. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions qu'on aurait laissées en suspens dans vos témoignages. Vous avez répondu à plusieurs finalement en une fois. Peut-être vous laisser à chacun un petit mot de la fin sur vos prochaines étapes dans la démarche Dataya pour enrichir la chaîne de valeur de vos structures respectives ou voilà, ou Bastien, ce que tu accompagnes toi chez nos clients. Estelle? Oui, peut-être si je dois donner, nous, en tout cas, nos prochaines perspectives, on a toujours un enjeu, finalement, sur ces sujets de data et IA, donc on a en interne toujours des poissons pilotes qui sont toujours hyper friands d'aller développer des nouveaux cas d'usage, etc. Et on avait voilà, créé d'ailleurs il y a 2 ans un copil IAG avec un peu tous les passionnés de la data qui voulaient voilà, proposer des choses, tous les volontaires internes. Donc ça c'était top parce que ça nous a vraiment drivé et c'était vraiment la locomotive finalement de ces projets, ces nouveaux projets un peu autour de l'IAG. Mais l'enjeu, c'est d'embarquer tout le monde, c'est d'embarquer Oui, toute l'entreprise, tous les collaborateurs. Et là, c'est un enjeu majeur pour nous, hein. L'IA, la data, ça nécessite un besoin d'acculturation très très fort. Donc nous, la prochaine étape clé dans notre démarche Data IA, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette culture opérationnelle Data IA. Pour ça, on a créé 6 événements, à la fois la mise à disposition d'outils du quotidien vers l'IA, pour voilà, créer un point d'entrée un peu naturel pour des formations sur le sujet. Une newsletter IA, donc pour partager des contenus, du e-learning sur des sujets simples qui embarquent tout le monde sur l'IA. Les marmites de l'IA, donc c'est des rencontres en fait qu'on organise en format petit déjeuner avec chaque équipe dédiée à l'IA, des moments d'échange. Alors pour les plus passionnés, un hackathon d'IA aussi, pour les mhm. développeurs chez nous qui aiment bien se consacrer à des cas d'usage, des amphis pour des communications plus larges et des e-learning. Mais voilà, vraiment il y a cet enjeu pour nous dans notre démarche d'embarquer toute l'entreprise et tous les Démarrer collaborateurs. la démarche. Super, ça a l'air stimulant. Erwan, Oui, alors des chez nous, actions ou des conseils? Ouais.
Oui, on a deux axes importants. Il y a un axe qui est, disons, un peu la continuité de la réforme du système d'information pour le rendre, disons, voilà, pour rendre en tout cas ces cas d'usage à l'échelle tout à fait accessibles, hein. Donc, on a à la fois donc, voilà, une modernisation en cours, mais qui a terminé sur nos systèmes de données proprement dit, hein. Donc, c'est vraiment un sujet voilà, d'ampleur, de longue haleine. On a également deuxième volet qu'on engage, qui est une refonte très très profonde des systèmes transactionnels eux-mêmes, en fait, de manière à les rendre beaucoup plus communicants qu'à l'origine, hein. Une facturière dans le monde de l'énergie, c'est un peu vu comme un point terminal. Une fois qu'on a sorti la facture, il ne se passe plus grand-chose. Aujourd'hui, le contenu même de la facture, en fait, dépend d'éléments qui sont voilà, calculés, captés à l'extérieur. Donc là, il y a un enjeu de transformation des systèmes traditionnels importants. Et puis, en effet, sur le volet plus centré, disons, sur le cœur des activités data, on a voilà, cet enjeu de finalement d'étendre notre gouvernance, voilà, qui est aujourd'hui centrée sur quelques domaines absolument clés, hein. Disons voilà, la donnée du client et sa donnée de consommation sont vraiment nos deux piliers. Et là, on a beaucoup progressé en matière de gouvernance. Donc, il s'agit maintenant de l'étendre sur l'ensemble du corpus, de manière voilà, et à créer des équipes justement très centrées sur ces domaines-là, qui soient capables de servir l'ensemble de l'entreprise. Donc, on est dans voilà, dans ce moment un peu charnière de réussir un peu voilà, à créer un petit peu de la data as a service, disons, autant qu'on puisse le faire. Voilà, on essaiera disons, de développer ça ensuite. Merci beaucoup. Bastien, un petit mot de la fin. Oui, un mot complémentaire, il reste peu de temps, mais je dirais deux sujets qu'on voit apparaître et qui font beaucoup de sens selon nous. Tout à l'heure, on parlait d'acculturation et d'embarquement des équipes, notamment ce que disait Estelle. Il y a un sujet aussi de top management, de niveau COMEX aussi, d'alignement, d'incarnation des programmes data, où parfois, c'est vrai, on peut encore avoir des décalages entre le monde opérationnel et le comité exécutif. Donc, il y a ces sujets-là. Un dérivé de ça, c'est aussi la clarification ou la professionnalisation de la vision IA. Il y a eu ces derniers mois beaucoup de bruit autour de la productivité, puis beaucoup d'études, beaucoup de fameuses études du MIT dont on a beaucoup parlé à la rentrée sur l'inefficacité des projets data. Donc, il y a un vrai rôle quand même du comité exécutif, de leadership en général, je qualifierais ça de professionnalisation qui fasse tomber l'IA comme un sujet d'entreprise, la data et l'IA comme un sujet d'entreprise, et qui permettent effectivement d'établir des stratégies plus précises ou peut-être plus matures, comme un sujet par exemple de conquête produit ou de conquête d'un territoire ou d'un pays, etc., dans une stratégie commerciale d'entreprise. L'IA, elle était un peu champagne, quoi. C'était un peu léger, amusant, hackathon, détente et sourire. Ça devient de plus en plus un sujet très fort. Le dernier sujet, c'est quand même entre guillemets, l'indépendance ou la souveraineté. Comment est-ce qu'on se positionne à la fois dans un contexte géopolitique un peu compliqué sur comment l'IA, la data, la stratégie technologique dans son ensemble incarne les valeurs de l'entreprise, et comment est-ce que finalement on se prémunit avec réalisme, hein, d'un certain nombre de risques, notamment par l'ingérence de réglementations étrangères. On pense beaucoup au Cloud Act, par exemple. Et donc, sur des sujets un peu stratégiques d'entreprise, ou très stratégiques d'entreprise, il y a un peu de sérieux ou de continuité attendue. Et donc, je pense que ça passe aussi par l'incarnation au sein des comités exécutifs de toutes les fonctions, et pas uniquement du COO, du CDIO, ou peu importe comment la fonction s'appelle. C'est vraiment un sujet global. Juste en complément de ce qui a été dit, auquel j'adhère absolument. Et on pourrait faire un webinaire entier aussi sur la question de On la pourrait. souveraineté, effectivement, de la donnée et des choix à faire pour pouvoir développer ça. Bon. En tout cas, on va arriver au terme de cette conférence en ligne. Donc, je tiens vraiment à vous remercier au nom de tout Julia Serwen, Estelle et Erwan pour la préparation et votre témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup, Bastien, aussi pour tes éclairages complémentaires. Donc, merci à tous nos auditeurs et donc vous retrouverez le replay
en ligne à l'issue de cette session, vous le recevrez. Même si vous n'avez pas pu participer, vous pourrez réécouter tous ces éléments ensemble. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire aussi aux autres webinaires de la semaine de la transformation. Ça continue jusqu'à vendredi. Merci beaucoup, Livia. Merci à toutes et tous. Très bonne journée. Merci à tous et Merci. bonne journée. Merci.